Un chien policier a attaqué une poussette à l'aéroport, révélant un secret choquant que personne n'attendait. Ce qui est tombé par terre a laissé les agents de sécurité bouche bée et a déclenché une série d'événements qui ont changé des vies à jamais. Une histoire de mystère, de courage et de découvertes surprenantes qui retiendra votre attention du début à la fin. Préparez-vous pour un voyage émouvant. Laissez un like et commentez d'où vous regardez. L'incident a commencé un jour ordinaire. Les lumières fluorescentes de l'aéroport international baignaient le sol poli de cette lueur artificielle que nous connaissons si bien. Les gens allaient et venaient, portant leur vie dans des valises de toute taille, tandis que les haut-parleurs annoncèrent les départs et les arrivées d'un ton monotone qui se mêlait au bourdonnement constant. C'était un ballet organisé de vies qui se croisaient momentanément, sans jamais vraiment se rencontrer. Jusqu'à ce que quelque chose brise cette routine. Un aboiement a fendu l'air. Pas un simple aboiement, mais ce genre de son qui fait que tout le monde s'arrête instantanément, comme si une alarme interne s'était déclenchée. Le berger allemand de la police de l'air et des frontières, un animal majestueux et bien dressé, a soudainement rompu son comportement discipliné. Ses yeux, généralement attentifs et contrôlés, étaient maintenant fixés sur un seul point. Qu'est-ce qui a attiré l'attention de l'animal? Une simple poussette. Poussée par Camille Martin, une femme de 35 ans, aux cheveux châtains, soigneusement attachée en un chignon flou, aux yeux qui semblaient regarder des secrets anciens, comme les objets qu'elle restaurait. Le chien s'est avancé avec détermination, ignorant les ordres urgents de son maître chien. Les gens autour se sont arrêtés, formant un cercle de spectateurs appréhensifs. Le temps a semblé ralentir. « Arrêtez! Contrôlez cet animal !» a crié Camille, sa voix tremblante de peur et d'indignation. Mais il était trop tard. D'un mouvement rapide, le chien a atteint la poussette et, d'une patte puissante, l'a renversée, éparpillant son contenu sur le sol brillant de l'aéroport. Le son des objets qui tombaient a résonné comme un orchestre désaccordé. Il n'y avait pas de pleurs d'enfants. Il n'y avait pas de couches, de biberons ou de couvertures colorées. Ce qui a roulé sur le sol froid du terminal a laissé les agents de sécurité et les passagers bouche bée. Des poupées. De vieilles poupées de porcelaine, au visage délicatement peint, aux yeux vitreux qui semblaient contenir des histoires d'autres siècles, aux robes élaborées qui rappelaient des époques oubliées depuis longtemps. De petites œuvres d'art qui gisaient maintenant exposées, vulnérables sous le regard curieux de dizaines d'étrangers. L'agent de sécurité s'est approché, son expression oscillant entre la confusion et la suspicion. « Madame, nous avons besoin que vous nous accompagniez. » Ce n'était pas une demande. Camille a senti son cœur s'accélérer. Comment expliquer? Comment faire comprendre à ces gens la valeur de ces objets? Ce n'étaient pas juste des poupées. C'étaient des morceaux d'histoire, des fragments de vie passée, des témoins silencieux des joies et des tristesses des générations précédentes. Et maintenant, peut-être, elles contenaient un secret qu'elles-mêmes ne comprenaient pas totalement. Les minutes suivantes ont passé comme dans un rêve fiévreux. Une petite pièce, des questions incisives, des regards méfiants. Pourquoi transporter des poupées dans une poussette? Pourquoi le chien de la police a-t-il réagi si intensément? Que cachait-elle? Camille essayait de garder son calme, mais son esprit tournait comme un carrousel incontrôlé. « Je suis restauratrice d'antiquités », a-t-elle expliqué pour la 5e fois, sa voix maintenant plus ferme. Ces poupées sont des pièces rares du 19e siècle. Elles appartiennent à une collection privée que j'aide à restaurer. La poussette n'était qu'un moyen sûr de les transporter. Mais il y avait quelque chose que Camille n'a pas dit, quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas complètement. Un mois auparavant, elle avait reçu une enveloppe mystérieuse contenant seulement une note. Les poupées de la comtesse von Hallstein contiennent plus qu'il n'y paraît. Trouvez-les. Protégez-les. Avec la note, une somme généreuse et des instructions pour récupérer les poupées lors d'une vente aux enchères privée. L'enquête à l'aéroport s'est prolongée pendant des heures interminables. Les poupées ont été soigneusement inspectées, photographiées, analysées. Le chien a été ramené maintenant sous un contrôle plus strict. L'animal démontrait toujours un intérêt intense pour les objets, les contournant avec une agitation évidente.
Bourbon est dressé pour détecter les drogues, les explosifs et certains composés chimiques, a expliqué l'agent Dubois, un homme d'une quarantaine d'années, aux yeux, qui semblait avoir vu plus du monde qu'il n'aurait souhaité. Je ne l'ai jamais vu réagir ainsi à des objets apparemment inoffensifs. C'est alors que l'une des poupées, la plus petite, avec une robe bleu ciel et des cheveux blonds, soigneusement arrangés en boucle parfaite, a roulé de la table, se brisant partiellement en touchant le sol. Le son de la porcelaine qui s'éparpillait a résonné dans la pièce comme un cri contenu. « Non !» a exclamé Camille, tombant à genoux pour ramasser les morceaux. Et puis, parmi les fragments blancs et délicats, quelque chose d'inattendu. Un petit cylindre de métal, pas plus grand qu'un petit doigt. L'objet, qui n'appartenait apparemment pas à ce contexte, brillait sous les lumières fluorescentes de la salle d'interrogatoire. Les yeux de Dubois se sont légèrement écarquillés, révélant ce que ces mots essayaient de cacher. « Qu'est-ce que c'est, madame ?» Camille a secoué la tête, sincèrement perplexe. « Je ne sais pas. Je n'avais aucune idée qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. » Ce fut le début d'un voyage que Camille n'aurait jamais pu imaginer. Un voyage qui l'amènerait à travers un labyrinthe de mystères historiques, d'intrigues familiales et de découvertes perturbantes. Un voyage qui testerait non seulement son intelligence et ses connaissances, mais aussi son courage, sa détermination et surtout, sa capacité à faire confiance. Les semaines suivantes ont transformé la vie méticuleusement organisée de Camille en un chaos de questions sans réponse. Les poupées ont été temporairement confisquées pour analyse, mais grâce à sa réputation de restauratrice respectée et au manque de preuves concrètes de toute activité illicite, Camille a été libérée avec la promesse de ne pas quitter la ville. Son appartement, un espace accueillant rempli de livres anciens, d'outils de restauration et d'objets curieux collectionnés au fil des ans, est devenu son refuge et sa prison. Les murs, auparavant témoins silencieux de son travail passionné, semblaient maintenant faire écho aux questions qui ne la laissaient pas dormir. Qu'était ce cylindre? Pourquoi quelqu'un le cacherait-il à l'intérieur d'une vieille poupée? Et plus important, qui était la comtesse von Hallstein mentionnée dans la note mystérieuse? Camille s'est plongée dans les recherches. Livres d'histoire, registres généalogiques, documents anciens, tout ce qui pouvait éclairer cette famille aristocratique dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant. Les nuits se sont transformées en aubes, le café en son compagnon, constant, tandis que ses yeux parcouraient page après page d'informations fragmentées. C'est au cours d'une de ces nuits blanches que la sonnette a retenti. L'horloge du salon marquait 22h47. Qui cela pouvait-il être à cette heure? Le cœur battant, Camille a regardé par le judas de la porte. C'était Dubois, seul, sans uniforme, avec une expression grave et une enveloppe marron à la main. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé, son ton bas trahissant l'importance du moment. « Je ne suis pas ici officiellement. » Camille a hésité un instant, mais quelque chose dans les yeux de l'homme l'a convaincue. Elle a ouvert la porte. « Nous avons découvert ce qu'il y avait à l'intérieur du cylindre, » a-t-il dit sans préambule, entrant dans l'appartement, à pas prudent, comme s'il craignait d'être observé. Ou plutôt, j'ai découvert. J'ai décidé de ne pas inclure cette information dans le rapport officiel. Pas encore. Il a ouvert l'enveloppe et en a retiré quelques photographies. La première montrait le cylindre métallique ouvert, révélant ce qui semblait être un parchemin roulé, jauni par le temps. Les suivantes étaient des agrandissements du contenu, une série de symboles et de chiffres organisés en motifs qui n'avaient pas de sens immédiat. Un code, a murmuré Camille, ses doigts caressant les photographies comme si elles pouvaient extraire des secrets rien qu'au toucher. Précisément, a confirmé Dubois, ses yeux maintenant fixés sur les siens. Un code très ancien d'après mes recherches. Et il y a plus. Il a sorti de sa poche un petit sac en plastique contenant quelque chose qui brillait sous la lumière du salon. Une clé, petite, finement travaillée, avec un dessin particulier au sommet. Un oiseau aux ailes, déployé, tenant ce qui semblait être une petite sphère entre ses griffes. Elle était cachée dans la robe d'une autre poupée, si bien camouflée que nous l'avons presque manquée. Camille a pris le sac, observant la clé avec fascination. « Pourquoi me montrez-vous cela? Pourquoi ne pas suivre le protocole officiel ?» Dubois a hésité, passant la main dans ses
cheveux grisonnants aux tempes dans un geste qui trahissait son anxiété. « Parce qu'il se passe quelque chose d'étrange. J'ai reçu des ordres explicites pour clore l'enquête, pour classer l'incident comme une erreur de dressage du chien, pour oublier le cylindre, la clé, tout. » Un silence pesant s'est installé entre eux, chargé de questions non formulées. « Qui a donné cet ordre ?» a demandé Camille finalement. Quelqu'un de très haut, placé dans la hiérarchie. Quelqu'un dont l'ingérence dans une affaire apparemment triviale n'a aucun sens. Les jours suivants ont pris une qualité presque surréaliste pour Camille. Pendant la journée, elle continuait son travail de restauration, recevant des clients, participant à des ventes aux enchères, maintenant la façade de normalité que le monde extérieur attendait. Mais la nuit, son appartement se transformait en un centre d'enquête improvisé. Dubois a fourni des copies détaillées de tous les documents liés à l'affaire. Camille a contribué avec ses recherches approfondies sur la famille von Hallstein. Ensemble, ils ont commencé à assembler un puzzle dont les pièces étaient dispersées dans le temps et l'espace. La comtesse Helena von Hallstein, ont-ils découvert, avait été une figure controversée de l'aristocratie européenne de la fin du XIXe siècle. Artiste talentueuse, mathématicienne amatrice et collectionneuse obsessionnelle, elle avait disparu mystérieusement en 1891, emportant avec elle des rumeurs d'un trésor inestimable, dont la nature n'a jamais été clairement définie. Son manoir avait été pillé, sa collection d'art dispersée, sa mémoire progressivement effacée des registres historiques, comme si quelqu'un avait délibérément tenté de l'éradiquer du tissu du temps. Mais pourquoi les poupées ? S'interrogeait Camille, observant les photographies des pièces qui étaient toujours sous garde officielle. Et pourquoi maintenant, plus d'un siècle plus tard ? C'est alors que Dubois a amené un allié improbable, le professeur Lefebvre, un cryptographe retraité de l'université locale, un homme d'une soixantaine d'années, aux yeux vifs sur un visage marqué par le temps, et un esprit qui refusait de ralentir avec l'âge. « Extraordinaire !» a murmuré le professeur après avoir examiné les copies du code trouvé dans le cylindre. « Vraiment extraordinaire. Ce n'est pas un code ordinaire, mes jeunes. C'est un système cryptographique personnel développé par la comtesse elle-même. Il y a des références à lui dans certains cercles académiques spécialisés, mais je n'ai jamais vu d'exemple réel jusqu'à présent. Pouvez-vous le déchiffrer ?» a demandé Camille, parvenant à peine à contenir l'excitation dans sa voix. Le vieux professeur a souri, ses yeux brillants du défi. « Je peux essayer, mais j'aurai besoin de temps et de plus d'informations sur la comtesse. Chaque système cryptographique personnel est, d'une certaine manière, le reflet de l'esprit qui l'a créé. Plus nous en saurons sur Helena von Hallstein, meilleures seront nos chances. » L'enquête a pris un nouvel élan. Camille, utilisant ses contacts dans le monde des antiquités, a réussi à retrouver d'autres pièces qui avaient appartenu à la comtesse. Dubois, discrètement, a consulté les registres de police et diplomatiques de l'époque. Le professeur Lefebvre, quant à lui, s'est plongé dans l'étude du code, établissant des liens avec d'autres systèmes cryptographiques historiques. C'est au cours de cette phase de la recherche que le deuxième événement inattendu s'est produit. Camille a été invitée à participer à une émission de télévision spécialisée dans les antiquités et les histoires cachées. L'invitation semblait assez innocente. Elle parlerait de son travail de restauration et de l'importance de la préservation historique. Mais le timing était trop suspect pour être une coïncidence. Est-ce un piège ou une opportunité ? A demandé Dubois lorsque Camille lui a montré l'invitation. Peut-être les deux, a-t-elle répondu. Pensive. Si quelqu'un observe nos mouvements, cela pourrait être une façon de sonder ce que nous savons. D'un autre côté, la visibilité peut nous protéger, et cela peut attirer des personnes qui ont les informations dont nous avons besoin. La décision était risquée, mais calculée. Camille a accepté l'invitation, se préparant soigneusement à ce qu'elle dirait et à ce qu'elle omettrait. L'émission, Trésor caché, avait une audience modeste mais fidèle, principalement parmi les passionnés d'histoire et les collectionneurs. La présentation a été magistrale. Camille a parlé avec passion de l'importance de préserver les objets historiques, non seulement pour leur valeur monétaire, mais comme porteurs de la mémoire collective. Sans mentionner explicitement la comtesse,
ou les poupées confisquées, elle a disserté sur la manière dont de petits objets personnels peuvent contenir des indices sur de grands événements historiques. Parfois, l'a-t-elle dit, regardant directement la caméra, ce qui semble n'être qu'une vieille poupée d'enfant peut en réalité être un coffre à secret, attendant que la bonne personne le dévoile. La réponse à l'émission a été immédiate et surprenante. Des emails, des lettres et des appels téléphoniques ont inondé le studio et le bureau de Camille. La plupart n'étaient que des manifestations de soutien ou des questions triviales sur la restauration. Mais 3 communications se sont démarquées. La première était un email anonyme contenant seulement une ligne. Toutes les poupées de la comtesse n'ont pas été trouvées. Cherchez celle qui a les yeux verts. La seconde était une lettre, sans expéditeur, contenant une page apparemment arrachée d'un journal intime. Elena savait qu'ils viendraient la chercher. Elle a dispersé ses filles, comme elle appelait ses poupées, chacune portant une partie du secret. Ce n'est que lorsque toutes seront réunies à nouveau que la vérité pourra être révélée. La troisième, et peut-être la plus perturbante, était un appel téléphonique, une voix électroniquement déformée, brève et directe. Arrêtez maintenant ou subissez le même sort que la comtesse. Certains secrets doivent rester enterrés. Camille a partagé ses communications avec Dubois et le professeur Lefebvre. La menace était préoccupante, mais elle confirmait également qu'ils étaient sur la bonne voie. Il y avait quelque chose d'important lié à ces poupées, quelque chose pour lequel quelqu'un était prêt à intimider et potentiellement à « tuer mate, nous devons récupérer les poupées », a déclaré Camille. « Toutes, et nous devons trouver celles qui sont encore disparues. » C'était plus facile à dire qu'à faire. Les poupées étaient toujours sous garde officielle, et l'ordre de clore l'enquête signifiait que l'accès à elles était restreint. De plus, trouver les poupées disparues serait comme chercher des aiguilles dans une botte de foin mondiale. Le rebondissement est venu d'où ils l'attendèrent le moins. Le chien policier, Bourbon, avait apparemment été dressé non seulement pour détecter les substances illicites, mais aussi un parfum spécifique, un arôme rare créé exclusivement pour la comtesse von Hallstein. C'est brillant, en fait, a expliqué le professeur Lefebvre lorsqu'ils ont découvert ce fait. Les parfums anciens contiennent des fixateurs naturels qui peuvent durer des décennies, voire des siècles si conservés correctement. La comtesse a probablement imprégné chaque poupée de son parfum personnel, sachant que cela pourrait être utilisé pour les authentifier à l'avenir. Cela expliquait pourquoi le chien avait réagi si intensément à l'aéroport. Cela offrait également une méthode pour retrouver les poupées restantes. Mais comment quelqu'un a-t-il dressé le chien à reconnaître un parfum aussi spécifique ? A demandé Camille. Et pourquoi ? La réponse est venue sous la forme d'une révélation choquante. Dubois, enquêtant discrètement, a découvert que Bourbon n'appartenait pas à l'origine à la police de l'aéroport. L'animal avait été prêté par une agence gouvernementale pour une opération spéciale, précisément le jour où Camille passerait par le terminal avec les poupées. « Quelqu'un savait que vous seriez là », a conclu Dubois, sa voix trahissant une réelle inquiétude. Quelqu'un voulait ces poupées et a utilisé des ressources officielles pour tenter de les obtenir. Le cercle se refermait, mais les questions ne faisaient qu'augmenter. Qui était derrière tout cela ? Qu'est-ce que la comtesse avait exactement caché qui, plus d'un siècle plus tard, était encore assez précieux pour motiver une telle opération ? La clé de ces réponses a commencé à se matérialiser lorsque le professeur Lefebvre a finalement fait une percée dans le décodage du message. Ce n'était pas un processus linéaire. Le code de la comtesse était complexe et multicouche, mélangeant des références mathématiques, artistiques et personnelles qui n'avaient de sens que dans le contexte de sa vie et de son époque. « C'est une carte », a annoncé le professeur un soir, ses yeux rouges d'épuisement mais brillants du triomphe de la découverte. Ou une partie d'une carte, et pas seulement une carte physique, mais aussi temporelle. La comtesse a créé un système où chaque poupée contient une coordonnée spécifique, mais aussi une date et une heure. Pourquoi faire ? Le a demandé Camille, se penchant pour examiner les notes éparpillées sur la table. Pour quelque chose qui ne peut être trouvé que lorsque toutes les pièces sont réunies et lorsque les conditions sont exactement correctes. Un phénomène ? Astronomique ou architectural, peut-être. Un jeu d'ombre et de lumière qui ne se produit qu'à des moments précis.
C'était une piste prometteuse, mais encore incomplète. Ils avaient besoin de plus de poupées, de plus de pièces du puzzle, et ils avaient besoin de celles qu'ils avaient déjà trouvées, toujours officiellement retenues. C'est alors que Camille a pris une décision audacieuse. Utilisant sa notoriété croissante après l'émission de télévision, elle a annoncé qu'elle organisait une exposition spéciale sur les poupées aristocratiques du XIXe siècle. L'exposition se tiendrait dans un musée local de grand prestige, avec l'objectif déclaré d'éduquer le public sur l'art de la fabrication des poupées de porcelaine et leur signification historique. C'est une invitation ouverte, a-t-elle expliqué aux préoccupés du bois. Nous disons aux détenteurs des autres poupées, mettez-les en lumière, montrez-les dans un environnement sûr et contrôlé. Vous dites aussi à ceux qui vous ont menacé, me voici, venez me chercher, a-t-il observé, ne cachant pas son inquiétude. Camille a acquiescé gravement. C'est un risque que je dois prendre. Nous sommes dans une impasse. Nous devons provoquer un mouvement. L'annonce de l'exposition a eu la répercussion attendue. La couverture médiatique a été intense. Des collectionneurs de tout le pays ont manifesté leur intérêt à participer. Les autorités, sous la pression de l'attention publique, ont accepté de libérer les poupées confisquées comme prêt temporaire à des fins éducatives. Mais la réaction la plus significative est venue des coulisses. Camille a commencé à recevoir des contacts de personnes affirmant posséder des poupées qui auraient pu appartenir à la collection de la comtesse. Certaines étaient de fausses pistes, facilement écartées. D'autres, cependant, semblaient assez prometteuses pour une enquête plus détaillée. Parmi ces contacts, une figure s'est distinguée. Madame Duval, une vieille dame recluse résidant dans un manoir en périphérie de la ville. Par l'intermédiaire d'un représentant, elle a communiqué qu'elle possédait 2 poupées qu'elle croyait avoir appartenu à la comtesse von Hallstein, dont une avec les fameux yeux verts. La rencontre avec Madame Duval a été comme un voyage dans le temps. Le manoir, bien que bien entretenu, semblait figé à la fin du XIXe siècle. Meubles anciens, tapisseries élaborées, portraits à l'huile sur les murs, tout exhalait une époque révolue. Madame elle-même, une femme fragile de plus de 90 ans, portait une robe qui aurait pu être considérée comme formelle 50 ans auparavant. « Ma grand-mère a connu la comtesse », a-t-elle révélé après les salutations. Formelle. Elles étaient, disons, des amies intimes à une époque où de telles amitiés devaient rester discrètes. Elle a conduit Camille et le professeur Lefebvre. Dubois était resté en ville, coordonnant les aspects de la sécurité de l'exposition, dans une pièce spéciale, une sorte de sanctuaire personnel rempli de souvenirs. Et là, sous une cloche, de verre soigneusement positionné pour éviter la lumière directe du soleil, se trouvaient les 2 poupées. Elles étaient incontestablement du même ensemble que celles trouvées par Camille, même qualité de porcelaine, même détail méticuleux dans les robes, même expression presque surnaturelle sur les visages peints. Et l'une d'elles, comme promis, avait des yeux d'un vert intense et hypnotique. Helena les a confiés à ma grand-mère quelques jours avant sa disparition, a expliqué Madame Duval, sa voix pleine d'une révérence presque religieuse. Elle lui a dit de les garder jusqu'à ce que le bon moment arrive. Pendant des décennies, ma famille a respecté cette promesse, transmettant les poupées et la responsabilité de génération en génération. Et comment avez-vous su que c'était maintenant le bon moment? Il a demandé Camille, incapable de détourner les yeux des poupées. Un sourire énigmatique a passé sur les lèvres ridées de la vieille dame. La comtesse n'était pas seulement artiste et mathématicienne, mais aussi une érudite de l'occulte. Elle croyait au cycle, au moment où les voiles entre les mondes deviennent plus minces. Sa disparition a coïncidé avec un alignement astronomique spécifique. Cette année, ce même alignement se produira à nouveau pour la première fois depuis. Le professeur Lefebvre a écarquillé les yeux, faisant des calculs mentaux. Elle a raison. Le code mentionne un phénomène céleste qui se produit approximativement tous les 130-135 ans. Si mon interprétation est correcte, cet événement aura lieu à la prochaine pleine lune. Ce qui sera... a commencé Camille. La nuit de votre exposition, a complété Madame Duval, ses yeux brillants d'une intensité qui défiait son âge avancé. La préparation de l'exposition a pris un sentiment d'urgence renouvelé.
Ce n'était plus seulement un moyen de rassembler les poupées ou d'attirer l'attention sur l'histoire de la comtesse. C'était potentiellement leur seule chance de résoudre l'énigme complète. À mesure que la date approchait, 2 autres poupées ont été localisées et authentifiées, une dans un petit musée provincial, une autre dans une collection privée dont le propriétaire a d'abord hésité, mais a finalement accepté de participer après des garanties de sécurité extraordinaires. Bourbon, le chien policier, est devenu un allié inattendu dans ce processus. Dubois, risquant sa carrière, a réussi à le prêter pour des séances de vérification discrètes. L'animal a confirmé l'authenticité de chaque poupée par sa réaction au parfum distinctif de la comtesse. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Les menaces ont continué, devenant plus directes et plus graves. Une tentative de cambriolage dans l'appartement de Camille n'a été déjouée que par l'installation récente d'un système de sécurité renforcé. Le laboratoire du professeur Lefebvre a subi un incendie mystérieux, bien que heureusement ses notes les plus importantes aient été stockées ailleurs. Et puis, 3 jours avant l'exposition, Dubois a disparu. Sa voiture a été retrouvée abandonnée près du port, avec des signes de lutte. Aucun témoin, aucune piste immédiate de Tade, ce qui s'était passé ou de qui était responsable. La police a ouvert une enquête, mais Camille savait que, sans comprendre le contexte complet, les autorités trouveraient difficilement des réponses à temps. Ils l'ont pris pour nous arrêter, a-t-elle conclu lors d'une réunion d'urgence, avec le professeur Lefebvre et Madame Duval, qui, étonnamment, avaient insisté pour s'impliquer plus directement dans les événements, ou pour nous forcer à révéler ce que nous savons, ou les deux, a suggéré le professeur sombrement. La question est, continuons-nous l'exposition? Camille a pris une profonde inspiration, sentant le poids de la décision. Continuer signifiait mettre plus de vies en danger, y compris la sienne. Arrêter signifiait abandonner Dubois. À son sort et gâcher peut-être la seule chance de résoudre le mystère que la comtesse avait si soigneusement tissé plus d'un siècle auparavant. Nous continuons, a-t-elle finalement décidé. Mais nous changeons les règles du jeu. Le plan qui a suivi a été une danse complexe de vérité, de demi-vérité et de stratagèmes. Publiquement, l'exposition se déroulerait comme prévu. En coulisses, cependant, une opération parallèle se déploierait. Camille, utilisant les contacts établis au cours de sa carrière, a discrètement engagé une équipe de sécurité privée, d'anciens militaires et des spécialistes de la protection à haut risque. Le professeur Lefebvre a mobilisé certains de ses anciens étudiants, occupant maintenant des postes dans des universités et des instituts de recherche à travers le pays, pour créer un système de surveillance et de communication. Madame Duval, étonnamment, a révélé des connexions avec des cercles influents qui préféraient rester dans l'ombre, mais qui avaient intérêt à s'assurer que certains secrets historiques soient correctement préservés. La nuit de l'exposition est arrivée avec l'inévitabilité du destin. Le musée, un imposant bâtiment néoclassique au centre-ville, était illuminé et décoré pour l'occasion. Les invitations avaient été soigneusement distribuées, créant un mélange calculé de spécialistes authentiques, de personnalités, publics importantes et de suspects potentiels qui avaient manifesté un intérêt excessif pour l'affaire. Les 8 poupées, les 5 originales trouvées par Camille, les 2 de Madame Duval et une récemment découverte dans les archives du musée lui-même, ont été disposées selon une formation spécifique, déterminée par les coordonnées partiellement déchiffrées du code de la comtesse. Chacune reposait sur un piédestal spécialement conçu, éclairé de manière à faire ressortir ses détails, tout en étant protégée par des systèmes de sécurité presque invisibles. Camille, vêtue d'une élégance sobre, circulait parmi les invités, une hôtesse parfaite cachant la tempête intérieure de préoccupations et de calculs constants. Ses yeux examinaient chaque visage, chaque mouvement, cherchant des signes de menace ou du lieu où se trouvait Dubois. C'est alors qu'elle remarquait un homme âgé, appuyé sur une canne ornée, observant les poupées avec une intensité troublante. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, pas une personne qu'elle connaissait, mais des traits qui évoquaient des souvenirs de portraits historiques qu'elle avait étudiés. S'approchant négligemment, Camille s'est positionnée à côté de l'homme,
feignant d'évaluer la même poupée qu'il observait, celle aux yeux verts, dont l'expression semblait changer subtilement sous les lumières soigneusement positionnées. Fascinant comme des objets inanimés peuvent sembler si vivants sous la bonne lumière, n'est-ce pas? A-t-elle commenté, gardant un ton léger. L'homme n'a pas détourné les yeux de la poupée, mais un léger sourire est apparu sur ses lèvres fines. Ce ne sont pas les objets qui changent, mademoiselle Martin. C'est notre perception d'eux. Nous voyons ce que nous sommes prêts à voir, ou ce que nous craignons de voir. Il connaissait son nom, bien sûr qu'il le connaissait. Mais il y avait quelque chose de plus dans son ton. Pas une menace, mais une sorte de résignation mélancolique. « Et que voyez-vous lorsque vous regardez ces poupées ?» a demandé Camille, gardant sa voix ferme malgré la nervosité croissante. Finalement, il s'est tourné pour la regarder, ses yeux gris pénétrants comme des aiguilles. « Je vois la fin d'un cycle, le moment où des secrets gardés pendant des générations trouvent enfin leur but. » À cet instant, les lumières du musée ont brièvement clignoté. Pas un problème électrique ordinaire, mais quelque chose synchronisé avec le moment exact où la pleine lune, montant maintenant dans le ciel nocturne, a projeté son premier rayon à travers la coupole de verre du salon principal. La lumière lunaire, amplifiée et dirigée par des miroirs stratégiquement placés des siècles auparavant lors de la construction du bâtiment, ou était-ce une coïncidence que l'exposition ait lieu précisément dans ce musée, a créé un motif lumineux qui reliait les 8 poupées. Pendant un moment fugace, chacune a semblé émaner une lueur intérieure, comme si elle s'éveillait d'un long sommeil. Et puis, au centre exact de la formation, le sol du musée a commencé à changer. Pas physiquement, mais visuellement, comme si des couches de perception étaient épluchées, révélant quelque chose qui avait toujours été là, invisible aux yeux non préparés. Une carte, pas une carte conventionnelle de pays ou de continent, mais un entrelacement complexe de lignes, de symboles et de calculs mathématiques. Une carte de la connaissance, codifiant ce qui semblait être une équation ou une formule d'une complexité extraordinaire. L'héritage de la comtesse, a murmuré l'homme âgé, sa voix maintenant tremblante d'émotions contenues. Enfin révélée aux yeux dignes. Autour d'eux, les invités réagissaient avec confusion, des murmures d'étonnement et des théories improvisées circulant rapidement. Des caméras de téléphone portable étaient braquées sur le phénomène, mais curieusement, le motif n'apparaissait pas sur les photographies, seulement des distorsions lumineuses, sans signification. C'est alors que les portes du musée se sont ouvertes avec violence. Des hommes armés sont entrés, leurs mouvements précis et menaçants indiquant un entraînement militaire avancé. Parmi eux, traînés et visiblement blessés, se trouvait Dubois. « Personne ne bouge », a crié le chef du groupe. Un homme, au visage anguleux et aux cicatrices qui parlaient de violences passées. « Nous voulons seulement les poupées et ce qu'elles révèlent. Coopérer et personne ne sera blessé. » Camille a senti son cœur se serrer. Son équipe de sécurité privée avait été neutralisée. Le plan avait échoué. Ses yeux ont rencontré ceux de Dubois qui, malgré la situation, gardait un calme calculé. Il a cligné des yeux 2 fois, un signal. Le monde a semblé ralentir, tandis que Camille traitait ses options. La carte lumineuse sur le sol commençait déjà à s'estomper à mesure que la lune se déplaçait. En quelques minutes, la connaissance révélée disparaîtrait à nouveau, peut-être pour toujours. C'est alors que l'homme âgé à ses côtés a fait un pas en avant, sa canne frappant le sol avec une autorité surprenante. « Vous êtes arrivé ? Trop tard, a-t-il déclaré, sa voix maintenant forte et résonnante, dépourvue de la fragilité précédente. La connaissance a déjà été transmise. Elle a déjà été comprise par ceux destinés à la préserver. Le chef des envahisseurs a plissé les yeux, recalculant clairement la situation. « Qui êtes-vous, vieil homme ?» Un sourire froid est apparu sur le visage de l'homme âgé. « Je suis le gardien désigné, comme l'était mon père avant. Moi et son père avant lui. Nous sommes la lignée chargée de garantir que le travail de la comtesse reste protégé jusqu'au moment approprié. » À cet instant, les lumières du musée se sont éteintes complètement. L'obscurité a été totale pendant seulement 2 secondes. Mais lorsque l'éclairage est revenu, la scène avait radicalement changé.
Les envahisseurs armés étaient entourés par un groupe 2 fois plus nombreux. La véritable équipe de sécurité de Camille, ainsi que des figures qu'elle n'avait jamais vues auparavant, mais qui répondaient clairement à l'homme âgé. La société que la comtesse a fondée n'a jamais cessé d'exister, a expliqué l'homme âgé, pendant que les envahisseurs étaient désarmés et maîtrisés. Nous avons simplement appris à opérer dans l'ombre, protégeant son héritage contre ceux qui chercheraient à l'utiliser à des fins destructrices. Dans les heures qui ont suivi, la vérité a émergé par couches, comme les pages d'un vieux livre soigneusement tourné. La comtesse Helena von Hallstein n'avait pas été seulement une aristocrate excentrique, mais une scientifique visionnaire bien en avance sur son temps. Ses recherches avaient conduit à des découvertes que le monde du 19e siècle n'était pas prêt à accepter ou à utiliser de manière responsable. Le trésor qu'elle était censée avoir caché n'était pas composé de bijoux ou d'or, mais de connaissances, des formules mathématiques et des principes scientifiques qui, entre de mauvaises mains, auraient pu avoir des conséquences dévastatrices. Au lieu de détruire cette connaissance, elle l'avait codifiée et dispersée, créant un système qui garantirait sa préservation mais aussi sa protection. Les poupées, ces filles, comme elle les appelait, n'étaient qu'une partie de ce système. Chacune contenait un fragment du code, une pièce du puzzle plus grand. Mais le système complet était encore plus élaboré, impliquant des alignements astronomiques, des propriétés acoustiques de certains espaces architecturaux et des principes mathématiques que la science moderne ne commence que récemment à comprendre pleinement. Et ces hommes, a demandé Camille, désignant les envahisseurs maintenant sous garde. Qui sont-ils? Des mercenaires engagés par un consortium d'intérêts corporatifs et gouvernementaux, a expliqué Dubois, étant pris en charge par des ambulanciers. Ils ont entendu parler des rumeurs sur le trésor de la comtesse et ont conclu qu'il devait s'agir d'une découverte scientifique potentiellement lucrative. Quand vous avez commencé à rassembler les poupées et à annoncer publiquement vos efforts, ils ont réalisé qu'il pourrait y avoir quelque chose de réel derrière les légendes. Et vous? Camille s'est tournée vers l'homme âgé. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté plus tôt? Pourquoi nous laisser aller si loin par nous-mêmes? L'homme âgé a souri avec une douceur surprenante. Nous devions être sûrs, mademoiselle Martin. Sûrs que vous étiez digne de confiance, que vos intentions étaient pures, que vous cherchiez la connaissance non pour le pouvoir ou le gain personnel, mais pour la valeur intrinsèque de la vérité historique. Il a fait une pause, regardant les poupées maintenant silencieuses et immobiles sur leurs piédestaux. De plus, il y avait le test final. Le code de la comtesse ne pouvait pas être brisé uniquement par l'intellect, mais aussi par l'intuition, par quelqu'un capable de reconnaître non seulement les motifs mathématiques, mais aussi la beauté et l'art sous-jacent, quelqu'un comme vous. Dans les jours qui ont suivi, l'incident au musée a été soigneusement recontextualisé pour le public et les médias. Une tentative de vol déjouée, ont-ils expliqué. Un groupe criminel intéressé par la valeur monétaire des poupées anciennes. Rien n'a été dit sur des cartes lumineuses, des connaissances scientifiques codifiées ou des sociétés secrètes opérant à travers les siècles. Pour Camille, cependant, le monde avait fondamentalement changé. L'invitation qu'elle a reçue une semaine après l'exposition ne l'a pas surprise. Une enveloppe scellée à la cire rouge contenant un symbole identique à l'oiseau sur la petite clé. Une chance de rejoindre les gardiens de la connaissance. De la comtesse, de faire partie de quelque chose de plus grand et de plus durable qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et les poupées. Elles sont retournées chez leurs gardiens respectifs, dispersées à nouveau pour leur protection. Toutes, sauf une, la plus petite à la robe bleu ciel, celle qui s'était brisée au tout début. Restaurée par les mains habiles de Camille, elle occupait désormais une place d'honneur sur son étagère, un rappel quotidien que les objets les plus simples peuvent contenir les secrets les plus profonds, que le passé n'est jamais vraiment mort, attendant patiemment le bon moment pour se révéler à ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs pour comprendre. Car au final, ce ne sont pas les poupées qui contenaient le vrai trésor. Elles n'étaient que des gardiennes, des sentinelles silencieuses, protégeant quelque chose de beaucoup plus précieux. La sagesse de savoir que toute connaissance ne doit pas être partagée ouvertement,
que certaines vérités doivent être protégées jusqu'à ce que l'humanité soit prête à les recevoir. Et que parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de révéler un secret, mais de le protéger, de le nourrir, de le transmettre comme une flamme sacrée qui ne doit jamais s'éteindre. Pour les femmes qui regardent cette histoire, il y a peut-être un écho de leur propre vie, les secrets qu'elles ont gardés, les vérités qu'elles ont protégées, la sagesse qu'elles ont patiemment cultivée au fil des ans. Comme Camille, comme la comtesse, vous êtes aussi des gardiennes, de mémoire, de valeurs, de connaissances transmises à travers les générations. Et comme elles, vous savez que le vrai pouvoir ne réside pas dans la possession de la connaissance, mais dans le fait de savoir quand et avec qui la partager. Car dans le tissu complexe du temps, nous ne sommes tous que des fils temporaires. Ce qui perdure, ce sont les histoires que nous racontons, les secrets que nous protégeons, et la sagesse que, comme une poupée soigneusement préservée, nous transmettons aux générations qui viendront après nous.